Ce n'est qu'un au revoir, Liam Lawson, ce n'est qu'un au revoir. Allez, c'est le grand départ donc de Liam Lawson. Il aura tenu, tenez-vous bien, 2 week-ends de course. La news vient d'arriver. Quel timing de podcast, j'ai envie de vous dire, à quelques heures de l'annonce officielle. Donc Yuki Tsunoda va prendre la place de Liam Lawson après un début catastrophique, hein, il faut le dire, de Liam Lawson, le Néo-Zélandais qui n'aura vraiment pas relevé la tête, vraiment, il aura mis la tête sous l'eau, en tout cas sur les 3 courses qui ont eu lieu. On rappelle, hein, 2 courses normales, une course sprint. Et on va revenir donc sur cette news et cette gestion de Red Bull. Pourquoi il a été mis à la porte aussitôt, aussi vite, mais que se passe-t-il? On va revenir bien sûr sur ce week-end de course avec Ferrari qui s'est montré à son avantage donc en course sprint avant de retomber dans la clownerie de dimanche. Malheureusement, le week-end a été gâché par cette double disqualification donc le dimanche qui va coûter très cher à Ferrari qui désormais déjà vient de réaliser un début catastrophique, hein, de championnat à cause d'erreurs en fait de l'écurie, hein, tout simplement pour l'instant. Et puis on va revenir sur ce début de championnat avec les McLaren qui sont encore montées aux avant-postes, qui ont été encore très puissantes. Les 2 McLaren, cette fois c'est une victoire de Piastri, on alterne. Est-ce qu'on va avoir un duel Piastri-Norris cette année? Ferrari, McLaren qui a de l'avance. Et puis ce Grand Prix de Chine qui a vu encore George Russell s'immiscer en 3e place. Les Mercedes qui sont bien, les Mercedes qui sont à l'aise. Et puis surtout, finalement, ce plateau qui se resserre, moins inquiétant quand même que le Grand Prix d'Australie, où on avait vu des écarts assez importants, notamment avec McLaren qui semblait intouchable. Là, on sent que ça se resserre un petit peu, et c'est de bon augure pour la suite, bien sûr. On en parle, on en discute, c'est enfin bon, bien sûr! Forcément, on attaque avec la news qui vient de tomber. Donc, Liam Lawson est officiellement rétrogradé de Red Bull à Racing Bull. C'est la grosse déception pour lui, mais franchement, ça paraît assez logique au vu de ces 2 week-ends de course qui ont été calamitesques, hein, faut le dire. Liam Lawson qui s'est qualifié dernier sur la grille, donc en Chine. C'est mauvais, très très mauvais. En Australie, il a végété en fond de grille malgré les multiples abandons, puis est venu partir à la faute d'ailleurs pendant le Grand Prix qu'il ne terminera pas. Et puis, je pense qu'il a été rétrogradé. Alors là, il y a plusieurs raisons au fait qu'il soit rétrogradé chez Red Bull. C'est une décision qui n'est pas tout à fait non plus on va dire surprenante, ça c'est sûr, c'est que les performances ne sont pas en rendez-vous et puis on sort d'une situation quand même qui est très précise chez Red Bull. On a laissé beaucoup de temps à un pilote qui n'était pas du tout à l'aise, qui était Sergio Pérez, et il fallait trouver une solution. On ne peut pas se permettre chez Red Bull de refaire une année ou une demi-année avec un cadavre à côté de Max Verstappen. C'est ça qui est clair. Alors, il y a des vraies questions quand même que ça soulève quand même. Comment se fait-il que ce jeune Liam Lawson qui arrivait à bien s'en sortir, à faire quasi jeu égal donc l'année dernière chez Racing Bull avec Yuki Tsunoda, ou à faire des bonnes performances tout simplement chez Racing Bull, comment se fait-il qu'il se retrouve en énorme difficulté, à végéter en fond de grille pendant que son coéquipier joue le top 5? Comment se fait-il en fait que Liam Lawson soit autant en difficulté? Comment se fait-il en général que Red Bull se retrouve systématiquement avec un deuxième coéquipier en difficulté? Ça, c'est un vrai sujet de fond en fait, hein. Là, c'est une réaction qui est plutôt logique de retirer en fait finalement Liam Lawson, parce que il faut voir les line-up qu'il y a à côté. Le wagon qui est le wagon des équipes qui jouent le championnat constructeur, on verra évidemment qui en ressort favori, même si pour l'instant c'est McLaren. On a McLaren, Ferrari, Mercedes et Red Bull. Aujourd'hui, McLaren, le line-up, c'est Piastri, Norris. On peut dire que c'est du très solide et on le voit en course.
Chez Ferrari, on a du très lourd, on a Leclerc, Hamilton. Chez Mercedes, on a Russell qui est en très grande forme et on a Antonelli qui montre de belles choses en tant que rookie, qui fait le meilleur démarrage des rookies en tout cas. Peut-être avec un petit décollage d'Adjar ce week-end, mais avec vraiment des performances. Qu'est-ce que peut faire Red Bull? Red Bull, déjà, l'année dernière, a complètement sacrifié championnat constructeur, littéralement, en laissant du temps à Sergio Pérez, parce qu'ils se sont mis dans la panade tout seuls, parce qu'ils ont signé tout simplement avec lui, alors que ses performances étaient quand même assez en dents de scie, que c'est vrai, Sergio Pérez est avec des sponsors et ça a probablement pesé dans la balance, et ils se sont dit, mais Sergio Pérez, il est bon à la base quand même, c'est un très bon pilote qui est arrivé chez Red Bull. Et systématiquement, Red Bull a détruit son second pilote. Donc là, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire Albon, Gasly, Perez, Liam Lawson. Le turnover est énorme à côté de Max Verstappen. Et on ne peut pas réduire en fait cette problématique à la puissance de Max. Évidemment que Max Verstappen est l'un des plus grands pilotes qu'on ait vu ces dernières années. Il n'est pas quadruple champion du monde pour rien. Mais on est en capacité chez Red Bull normalement d'amener un très bon pilote à un excellent niveau de second pilote. Et là actuellement ce n'est pas le cas. Littéralement ils détruisent leur second pilote à chaque fois. Donc je pense qu'il y a une gestion en interne tout simplement de ce second pilote systématique. Que ce soit au niveau de la voiture qui est imposée avec des réglages probablement très agressifs, totalement orientés sur le style de pilotage de Max Verstappen ou bien d'autres choses. Mais il y a un problème de fond en fait. Et il est sûr que cette décision qui a été précipitée sous 2 jours, évidemment que Liam Lawson c'est dur pour lui parce qu'il a fait que 2 jours et là il est viré. Enfin il a fait que deux week-ends pardon, de course et il est viré. Mais c'est la conclusion logique, on ne peut pas jouer le championnat constructeur avec un deuxième pilote hors jeu, ce n'est pas possible. D'ailleurs, au classement actuel du championnat constructeur, McLaren a déjà le double de points de Red Bull. Et ça, pas parce que Max sous-performe, Max Verstappen, il a terminé 2e et 4e. Donc pour lui, c'est un début de saison plutôt très correct par rapport au matériel qu'il a. Mais c'est que le deuxième est aux abonnés absents. Voilà. Alors, est-ce que cette problématique va être réglée par Yuki Tsunoda? C'est une bonne question. Je pense que Yuki Tsunoda aurait dû, ça c'est sûr, je pense que tout le monde a été surpris, aurait dû avoir ce baquet l'année dernière. Et ça ne sera que mieux. De toute façon, là vraiment, Liam Lawson, c'est une catastrophe. Aucun rythme, pas qu'en qualif, en course aussi, il n'y a rien du tout, c'est le néant. Il est en train de se batailler avec des as de fond de peloton pour pas finir dernier, ou avec, on l'a vu en Chine, avec des Sauber, avec des Steaks, qui donc jouent le fond du championnat. Donc c'est pas gérable en fait. Est-ce que Yuki Tsunoda va relever le niveau? Bah, écoutez, déjà l'annonce, quel timing, parce que j'ai envie de vous dire, le prochain Grand Prix, c'est quand même le Grand Prix du Japon. Mais Yuki Tsunoda, il a montré qu'il avait passé un cap quand même, qu'il avait un bon pilotage. Et je pense que tout le paddock le pensait aussi, qu'il était plus légitime que Liam Lawson, évidemment, pour avoir ce baquet. Red Bull a fait le choix de prendre Liam Lawson, nul doute, parce qu'il pensait que Liam Lawson avait un gros mental, et aussi une grande babaille, parce qu'il a quand même bien ouvert le néo-zélandais sur l'ensemble des pilotes, et puis il a joué les cadors, mais bon, voilà, là, il s'est fait littéralement détruire en début de saison, et le Red Bull n'a plus le temps parce que c'est mis dans cette situation-là, en fait, de ne plus avoir le temps. D'autres écuries pourraient se laisser le temps, mais eux, ils peuvent plus, en fait. Ils n'ont plus cette capacité. Alors, on va attendre avec impatience Yuki Tsunoda. Je pense qu'il va pouvoir relever ce défi. Est-ce qu'il viendra pour autant challenger à des niveaux qu'on connaît, tels que des line-up Norris Piastri, c'est-à-dire être vraiment très proche du niveau de Max Verstappen? Moi, j'y crois pas, honnêtement. Mais je pense qu'il peut être à un très bon niveau et rapporter des points régulièrement. Et ça sera déjà beaucoup mieux que ce qu'on a vu finalement auparavant. Et c'est ça qui compte chez Red Bull. Et on va donc décortiquer ce Grand Prix de Chine en commençant par cette course sprint, puisque c'était donc un week-end décousu avec la course sprint le samedi et la course le dimanche. Bon, ça c'est parce que
Voilà, c'est toujours de la promotion, hein, c'est les promoteurs, mais forcément, quand on revient sur un circuit pour faire un peu la part belle aux promoteurs, on propose une course sprint. Est-ce que la course sprint est pertinente par rapport à la typologie du circuit au week-end de course? C'est pas ce qui est intéressant en fait, c'est juste on donne une course sprint à un nouveau circuit dans le calendrier, voilà, c'est en automatique. Bon, voilà, les commentaires, je pense, sont plutôt clairs sur ce type de méthodo. Forcément, pour les spectateurs, téléspectateurs, nous, c'est vraiment pas très intéressant. À part les gens qui sont sur place, honnêtement, c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, ce Grand Prix de sprint qui a été déjà très ennuyeux, l'aura été d'ailleurs aussi sur la course. Mais bon, on va y revenir. En tout cas, la grande surprise de ce course sprint, mais on le savait un peu quand même qu'il y avait du potentiel, c'est cette domination d'Hamilton sur Ferrari, donc pendant la course sprint, avec ce grand retour aux avant-postes de Ferrari. Donc. Mais on sent quand même en ce début de championnat, avant évidemment qu'il fasse tout capoter le dimanche, que la Ferrari a quand même un potentiel qui n'est pas reflété dans les points qu'elle a actuellement. On va y revenir. Donc on sent quand même que le wagon des 4 commence à se resserrer. Ce qui a fait plaisir en fait, c'est pas tant en fait cette qualification et cette victoire de Lewis Hamilton sur Ferrari, c'est que le peloton soit aussi resserré. Hein. Alors il y a eu un loupé, c'est vrai, de Norris qui je pense aurait pu décrocher une deuxième, voire une pole, une deuxième place, au moins, je pense une deuxième place sur la grille parce que c'est vrai que le temps d'Hamilton était quand même impressionnant, mais il aurait pu décrocher une meilleure place en qualification. Mais déjà, on voit le plateau qui se resserre et ça, c'est bien. Déjà parce qu'on a eu une petite peur quand même en Australie quand les McLaren ont commencé à accélérer et que Max s'est fait décrocher. On a vraiment eu l'impression qu'il y avait déjà une belle marge, surtout avec les qualifications, avec les 4 dixièmes d'avance. Là, on est arrivé en Chine. C'est pas les McLaren qui font l'épaule, c'est une autre écurie. Bon, là, c'est Ferrari avec Lewis Hamilton. Et puis, sur le rythme, bah, ça a tenu, quoi. Sur le rythme, ça a tenu. Max Verstappen a dû céder sur le retour d'Oscar Piastri. McLaren reste la voiture la plus performante, évidemment, pour l'instant, en ce début de championnat. Mais en tout cas, l'écart est plus resserré entre le quatuor. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on nous a promis quand même. Donc voilà, improbable retour et puis cette belle victoire forcément, tout en maîtrise de Lewis Hamilton à côté d'un Charles Leclerc en très grande difficulté qu'il avoue lui-même, tout simplement en difficulté sur 2-3 virages sur lesquels il n'arrivait pas en fait à amener autant de vitesse que Lewis Hamilton et il s'est retrouvé dans une situation assez complexe. C'est qu'il a dû copier les réglages de Lewis Hamilton en fait pour le dimanche sans solution, Charles Leclerc. Et déjà, Lewis commence déjà son début de saison plutôt pas mal puisqu'il tenait un rythme plutôt correct en Australie. Et là, dès sa deuxième course, il gagne la course au sprint. Donc très intéressant. Sur le dimanche, c'est la cata, c'est la redescente complète. Donc là, on a notre duo McLaren qui reprend le dessus. Évidemment, ça reste quand même la meilleure voiture du plateau, on l'a dit. Et puis surtout, Ferrari va s'amener dans la panade pour définitivement badger ce début de saison comme catastrophique et raté par l'écurie, tout simplement, parce que les pilotes sont en temps rendez-vous. On a eu une erreur stratégique grossière en Australie, et là en Chine, c'est un loupé sur les règles. On va avoir une disqualification donc, de Charles Leclerc suite à il manque 0,5 litres sur le litre restant qu'il doit rester sur la voiture lorsqu'elle est contrôlée. Et puis, une partie du fond plat qui a été trop rayée donc, pour Hamilton. Tout simplement, des réglages trop agressifs pour Lewis Hamilton, probablement. Et puis, pour Charles Leclerc, la non-gestion de ce passage à 2 arrêts à 1 arrêt. Parce qu'on s'est retrouvé donc, au Grand Prix de Chine avec un circuit qui a été resurfacé. C'était un peu la grande histoire de ce week-end avec beaucoup de graining et on a eu une gestion pneumatique très grande, très forte tout le long du week-end. Et évidemment, ça a affecté les stratégies parce qu'on s'est retrouvé déjà avec une course de sprint boring, comme toutes les courses sprint. Désolé les gars, mais c'est toujours la même chose. Là, on se retrouve sur une course sprint où il y a une gestion pneumatique à faire. Tout le monde reste en fait sur sa stratégie. Déjà, tout le monde part avec les mêmes trains de pneumatiques. Et en fait, le graining fait tellement peur. Le graining, donc on l'a dit, c'est cette gomme en fait qui bulle
avec ce resurfaçage, parce qu'on glisse beaucoup avec le resurfaçage. Il y a très peu d'adhérence, en fait, il y a moins d'adhérence que c'est un circuit sur lequel on a beaucoup tourné. Quand il y a un nouveau resurfaçage, il y a une perte d'adhérence. Du coup, le pneu, il commence à buller. Et évidemment, et on perd en adhérence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Donc, en fait, on a eu un petit train-train de pilotes qui sont restés tranquillement à 2-3 secondes les uns des autres, parce qu'en fait, quand on rentre dans une seconde ou une seconde et demie, voire même moins de 2 secondes, jusqu'à même 2 secondes de la voiture qui nous précède, on a des perturbations aérodynamiques qui vont accentuer ce graining, et le but de tout le monde avait peur déjà au cas de la course sprint de ça. Et on a retrouvé ce schéma en fait à la course du dimanche, ce qui est dommage. Donc forcément, tout le monde s'attendait à partir sur une stratégie à 2 arrêts. Ferrari finalement est resté sur sa stratégie à 1 arrêt avec Charles Leclerc qui était plutôt plus à l'aise évidemment que la course sprint parce qu'il avait pris les réglages de Lewis Hamilton et que finalement la Ferrari elle tenait plutôt bien le coup. Et finalement, Charles Leclerc il s'est retrouvé à faire une gestion probablement qu'il a tapé un peu trop dans son essence à certains moments et puis il s'est retrouvé avec ce problème-là. Même problème et sa disqualification puisque du coup il lui a manqué son 0,5 litres à la fin lors du contrôle. Et puis Lewis Hamilton donc qui a eu un fond plat qui a probablement été sur des réglages un peu trop agressifs malheureusement pour Lewis. Résultat, le fond plat qui a dû un peu trop rayer le parquet, comme on dit, et puis à la fin, ils ont mesuré, les millimètres étaient inférieurs à ce qui était demandé, et il a été disqualifié. Double disqualification, donc, comme résultat pour Ferrari, qui terminait de toute façon assez tristement à une 5e et 6e place, derrière le duo donc McLaren, inversé cette fois avec cette domination d'Oscar Piastri, et puis George Russell, toujours très solide à cette 3e place, et Max Verstappen 4e. Mais l'événement, c'est vrai, c'est cette petite touchette au départ donc de Charles Leclerc qui va prendre l'intérieur et qui va venir monter sur le vibreur, partir un petit peu du coup sur la chaussée et taper légèrement Lewis Hamilton. Il va endommager très sévèrement son aileron et finalement il va continuer parce que s'il était rentré au stand, évidemment, il aurait eu ce ravitaillement, il aurait eu la pénalité du temps de chargement, du temps de changement évidemment de son aileron. Et ça, c'est un risque qu'il ne voulait pas prendre parce qu'il a expliqué, dans le trafic, ça aurait été très très compliqué de passer. C'était très compliqué finalement de dépasser en Chine. Et il nous a expliqué, Charles Leclerc, qu'à la fin, finalement, il avait le rythme, lui, Charles Leclerc et Ferrari, pour jouer la gagne. Bon, la gagne, ça me paraît un petit peu ambitieux. Post-disqualification, j'ai envie de dire, mais je veux dire, cet aileron, il était très endommagé. Il est sûr que je pense que Charles Leclerc avait un rythme quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui avait un aileron aussi endommagé. Et je pense que Ferrari avait une très très bonne voiture qui matchait en tout cas la McLaren ce week-end en Chine. Et donc, c'est intéressant parce que ce plateau se resserre et ça, c'est ce qui nous intéresse. Mais le 0 pointé de Ferrari, il leur fait très 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 mal. Forcément, ils ont perdu leurs 18 points de cette 5e et 6e place et ils se retrouvent à égalité de points au championnat de constructeurs avec Williams. Malheureusement, la course sprint remportée par Lewis Hamilton ne va pas sauver en fait les apparences. C'est un début de saison complètement raté pour la Scuderia. Allez, en tout cas, il y en a qui ne se sont pas loupés en ce début de saison, en ce début de championnat. C'est Mercedes et Russell particulièrement, qui décidément fait preuve d'une belle constance et d'un très beau rythme. Toujours un petit peu à l'affût aux avant-postes. Il a mis la pression dimanche sur Norris qui avait perdu ses freins. Norris qui perd ses freins à quelques tours de la fin, qui a dû faire de la gestion et qui a vu dans son rétroviseur revenir à grands pas George Russell, qui n'était pas si loin. George Russell à 8 secondes de Lando Norris. Donc à une dizaine de secondes environ d'Oscar Piastri sur l'ensemble d'un Grand Prix. On l'a dit, la marge, elle commence à se resserrer et ça, c'est intéressant. Et Mercedes, donc, qui capitalise sur ce début de saison et puis surtout qui montre aussi que Russell est un leader et est en très grande forme et Antonelli est très prometteur, même si pour l'instant, il reste un peu englué dans ce deuxième trafic et il a terminé 8e derrière Esteban Ocon qui on le verra, aura fait une superbe 7e place. Mais bon, sa voiture était endommagée, Antonelli, donc je pense qu'il peut faire mieux. Aujourd'hui, Antonelli, il peut largement terminer toutes les courses comme le meilleur des autres.
Bien sûr, parce que ça va être plus difficile de se battre aux avant-postes avec le quintuplé là, qui est un peu en forme, on va dire. Mais en tout cas, Antonelli peut revenir hein, dans ce wagon et Mercedes, en tout cas, brille en ce début de championnat, hein. Deuxième du championnat constructeur, Mercedes, avec au classement George Russell qui est troisième avec 35 points, seulement à 9 points hein, de Lando Norris. Et puis Mercedes a 57 points quand McLaren en a 78. Donc voilà, c'est deux super week-ends pour Mercedes, bon, qui a bénéficié, c'est vrai, de faits de course et principalement hein, des déboires de Ferrari. Mais en tout cas, ils répondent présent. Et il y a quand même une petite interrogation qui reste néanmoins en suspens. On l'a dit, la grande difficulté de Mercedes, c'est que Mercedes était très performant lorsque les températures n'étaient pas trop élevées. On a eu ces 2 week-ends pour l'instant des températures qui n'étaient pas très très hautes, que ce soit en Chine ou en Australie, on l'a vu, puisqu'il y avait soit de la pluie, soit des risques de pluie à chaque fois, des températures assez faibles. On n'est pas allé sur des grosses chaleurs, et c'est là, sur ces grosses chaleurs, que la Mercedes était en très grande difficulté, l'année dernière. Reste à savoir si elle a réglé ses problèmes de pneus sur ces fortes chaleurs. Et là, ça serait une super nouvelle pour Mercedes parce que ça veut dire qu'elle peut jouer quand même aux avant-postes sur l'ensemble de la saison. Et qui sait, est-ce que George va venir se bagarrer hein, puisque pour l'instant, il a joué au panache, il marque les points importants, il a 35 points, voilà, Max Verstappen en a 36. Max Verstappen a fait à peu près le même chemin que lui. Ils n'ont pas la meilleure voiture, mais en tout cas, ils maximisent les points. Vous l'aurez compris, donc un week-end remporté par Oscar Piastri qui donc a marqué ses 25 points et revient donc dans le championnat. Il est à 34 points, Lando Norris 44. Et oui, Lando qui a connu un week-end de Chine plus compliqué, pas forcément au même niveau qu'Oscar Piastri sur ce week-end. Et puis en difficulté parce qu'il s'est loupé tout simplement 2 fois hein, en qualification, ce qui ne l'a pas permis en fait de partir plus haut sur la grille, notamment en qualification sprint où là il a carrément été qualifié sixième hein, en se loupant malheureusement sur un virage, loupé de ses 2 tentatives. Et puis il a été englué dans le trafic et il n'a jamais réussi vraiment à rayonner. Lando Norris très en deçà hein, pour l'instant, mais bon. Même avec ça, il marque 19 points. La McLaren est quand même très solide et puis il s'est bien rattrapé sur ce dimanche où il le sait, il n'était pas le meilleur, mais il a fini solide deuxième. McLaren donc qui commence en fanfare avant d'attaquer le Japon la semaine prochaine. On va essayer aussi de noter la performance quand même importante, hein. Il y a 2 performances quand même à notifier qui sont celles de Racing Bulls qui n'a pas été récompensé, que ce soit Hadjar ou Tsunoda, hein, les deux qui ont été assez rayonnants ce week-end. Alors une bonne course sprint hein, de Yuki Tsunoda et puis après cette superbe qualification d'Isaac Hadjar en septième position, je crois, sixième ou septième, le dimanche. Malheureusement, qui a été gâché sur ce dimanche alors que les 2 pilotes Racing Bull étaient bien placés sur cette stratégie à 2 arrêts parce qu'on l'a dit, en fait, il y a eu une peur du graining hein, et du coup, il y a des écuries qui ont foncé, qui ont basculé dans une stratégie à 2 arrêts. Manque de peau, en fait, en Chine, ça a été beaucoup plus complexe de dépasser qu'on ne le pensait, principalement parce qu'en fait, les perturbations aérodynamiques, elles étaient énormes. Et en fait, ils avaient beaucoup de mal. Il n'y a pas tant d'opportunités que ça de dépasser hein, en Chine. Il faut emmener beaucoup de vitesse, surtout dans l'avant-dernier virage qui donne sur cette énorme ligne droite là. Et c'est vrai que cette espèce de mini banking là qui emmène énormément de vitesse, il dévente beaucoup lorsqu'on est derrière une voiture. En fait, on perd de l'adhérence, on perd du temps, on est obligé un peu de relâcher l'accélérateur et donc on laisse du temps et le DRS va compenser en fait ce temps-là, mais c'est très compliqué en fait d'amener suffisamment de vitesse pour dépasser. Donc on a vu pas mal en fait en général de pilotes qui se sont cassés les dents sur des dépassements ce week-end en Chine et c'était beaucoup plus compliqué que prévu et donc la stratégie à 2 arrêts n'a pas payé pour l'écurie Racing Bull. Mais les performances sont là et les performances étaient déjà là en Australie, donc c'est une écurie qui surprend. Moi, je les attendais vraiment pas à ce niveau-là. Et puis, il y a une autre écurie évidemment qui est là, même si c'est vrai que Carlos Sainz montre beaucoup de difficultés en ce début de saison. C'est Alexander Albon. Alexander Albon qui, je vous le dis, hein, je l'ai devant les yeux, il est
6e du championnat avec 16 points, rendez-vous compte. 16 points pour Alexander Albon, 1 point pour Sainz. Williams qui a égalité de points au championnat constructeur Ferrari, pour le petit clin d'œil, hein, ça va pas rester longtemps, on le sait quand même, faut pas déconner, mais pour le principe. Et Alexander Albon et Williams qui font un début de saison comme on l'attendait. On avait vu en fait en ce début de saison que Williams avait rectifié le tir, était l'une des meilleures voitures du milieu de plateau. Bah écoutez, ça semble être le cas. Ça semble être le cas avec Racing Bulls, mais c'est très serré. On a vu aussi étonnamment, et ça a été la surprise aussi de ce week-end, le retour de Haas aux avant-postes, aux avant-postes du milieu de peloton, hein, bien sûr, j'entends, avec Esteban Ocon et puis cette 7e place qui s'est transformée en 5e après la double élimination des Ferrari. Mais le meilleur des autres, Esteban Ocon, ça c'était très surprenant parce qu'on avait senti Haas très en difficulté sur les essais de pré-saison, complètement à la rue sur le premier Grand Prix. Et là, game changer en Chine, c'est le retournement de situation. Ils reviennent aux avant-postes. Alors, est-ce que les réglages ont été compris? Une meilleure compréhension de la voiture qui n'avait pas du tout été évaluée. C'est aussi ça le début de saison, hein. Tout le monde tâte le terrain, essaie des choses. On l'a vu sur l'arrivée, sur Lewis Hamilton qui remporte cette course sprint et qui change ses réglages pour la qualification, du coup, pour la course, et puis se qualifie seulement 5e. On l'a vu en fait, et il dit bah non, en fait j'aurais pas dû changer les réglages. La course sprint j'avais des bons réglages, et quand je suis arrivé à la course du dimanche, je sentais que j'avais plus les mêmes sensations, quoi. Donc voilà, il y a des pilotes qui sont rookies, il y en a qui ont changé d'écurie. On a eu énormément de changements, ça jauge, il y a beaucoup de compréhension de voiture, et on sent que ceux qui sont là depuis longtemps sont aux avant-postes. Et là, on a quand même notre beau quatuor, Norris 44, Verstappen 36, Russell 35, Piastri 34. On a déjà un quatuor de tête qui se dessine, mais je ne pense qu'il ne faut pas oublier les Ferrari. En tout cas, forcément, on se retrouve au Japon, donc pas ce week-end, mais le week-end d'après, parce qu'il faut laisser un peu de temps. Parfois, si on fait des Grands Prix tous les week-ends, ça devient trop intense pour nous, pour notre petit cœur, surtout en ce début de saison. On l'a dit, hein, ce début de saison, il permet de voir un petit peu le panel des différents circuits. On va sur des typologies de circuits qui sont très différents, avec des chaleurs différentes, avec des températures, des surfaces différentes. On l'a vu, un resurfaçage en Chine. Voilà, donc tout ça va nous amener sur 5 typologies de circuits un peu différents, et on va avoir une idée de la hiérarchie. Même si on comprend que McLaren est un peu en tête, on sent que le trio derrière est pas très loin, et on aura peut-être un peu plus de clarté. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, évidemment, au Japon, il ne faut pas se leurrer, tout le monde aura les yeux sur Yuki. Et Yuki, à quelle place vas-tu finir? Dis-le nous, Yuki. Dis-le nous. Allez, on en parle au prochain Grand Prix, et ça sera évidemment avec Enfant Bon, bien sûr.